Là au milieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui parce que voilà, le monde du travail, le rugby est professionnel, donc on parle bien sûr de monde de travail, tout ce que ça comporte de pression, mais aussi parfois de moments de dépression. On ne s'en rend pas toujours compte, on a toujours l'impression que voilà, les sportifs sont adulés, tout va bien. Mais moi, l'idée, c'est de vous raconter à la fois à travers mon parcours et comment j'en suis arrivé à créer Néo Héros, cette volonté des prises de parole pour inspirer à la fois le monde du sport, le monde de l'entreprise, les adolescents, les étudiants à prendre soin de leur santé mentale. Donc, je pense que c'est important par le partage d'expériences que chacun et chacune prenne ce qu'il a à apprendre dans ce que je vais vous raconter pendant une vingtaine de minutes, parce que la volonté, c'est de, voilà, au-delà de faire connaître Néo Héros, c'est vraiment que vous puissiez aussi, vous, prendre soin de vous dans vos vies de femmes, dans vos vies d'hommes, vos vies d'ados, vos vies de chefs d'entreprise, de managers, de managers. Moi, j'aime bien parler de l'humain derrière le statut social. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire qui fera, à mon avis, écho à certains de vos passages de vie. Voilà. Moi, je suis originaire de Picardie, qui n'est pas du tout une terre de rugby. Donc, je découvre le rugby à 7 ans, avec tout ce que ça comporte de diversité. Dans un bus de rugbyman, vous savez, vous avez les introvertis au début du bus et puis les extravertis au fond du bus. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis titulaire sur la banquette à 5 places au fond du bus. Voilà, j'ai ce caractère un peu solaire, je dirais, parce que je suis né en août, je suis lion, donc j'aime bien la lumière. Et j'aime bien briller, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je fais mes armes, j'ai un corps qui se développe. On est 14, 15, 16, 17 ans. On me met dans une école catholique. Ici, quand même, à 9 ans, on me met dans une école catholique où on m'apprend à croire en un mec, les bras en croix, saignant, et un endroit où on prône la tolérance entre 1000 petits blonds, blancs, bien peignés. Voilà. Mais heureusement que j'ai le rugby qui m'apprend la diversité, parce que voilà, au rugby, il y a deux races. Il y a la race humaine et en troisième mi-temps, voilà, c'est la race qu'on se met aussi le week-end en troisième mi-temps. Là, c'est juste pour sourire un peu et de sacraliser un petit peu le moment. Moi, à 17 ans, je fais 1m86, 92 kg. Je débarque à Paris, capitale de la mode et du monde occidental. Et tous les matins, je me levais avec mon marronnier centenaire en Picardie. Et du jour au lendemain, j'habite à La Défense, au 27e étage d'une tour, avec vue sur l'Arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et la fac commerce-gestion Léonard de Vinci où je ne mets pas les pieds. Parce que moi, depuis tout petit, je rêvais d'être motard dans la police et pas de devenir rugbyman professionnel. Et j'ai eu la chance, en fait, au Stade Français, donc un club qui se découvre professionnel au début des années 2000. J'ai eu la chance, en fait, en 6 ans, de 19 ans à 25 ans, de gagner ce qu'on appelle les boucliers de Brennus. Bouclier de Brennus, c'est le trophée. Alors aujourd'hui, mais j'ai 2 garçons de 6 et 9 ans qui jouent avec aux cow-boys et aux Indiens. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc j'ai gagné 3 boucliers de Brennus et j'ai fait 5 fois les calendriers des dieux du stade. Ça, c'est pour le paraître. C'est comment un gamin et un adolescent dans un corps de grand va vivre une aventure extraordinaire à travers le rugby, à travers une vie de groupe, à travers de la cohésion, mais aussi à travers des blessures, une non-remise en question. Et à l'époque, on parle d'une période de 99 à 2005 où on ne parle pas de santé mentale. On ne parle pas de vulnérabilité, on ne parle pas de psychologie, puis on est dans un milieu très masculin. Donc je vais être très très vite propulsé à 19 ans aux portes de l'équipe de France. On va me comparer à John Alemou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas John Alemou, c'est 1m86 et 1m96 et 120 kg. Mais on me compare à ce Samoan qui est physiquement énorme, cet All Black. Et donc je crois en ce qui est écrit dans les médias. Voilà, je suis aux portes de l'équipe de France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 6 ans, je vais avoir 6 opérations. En 7 ans de rugby pro, de 98 à 2005, je vais faire 6 opérations. Je ne vais pas jouer une finale du club. J'ai 19 ans et quelques mois, je me casse cette épaule-là. Je reviens un peu trop vite sur le terrain, je me casse cette épaule-là. Je loupe la finale en 2000, qu'on gagne au Stade de France en autogestion. En plus, avec des amis qui avaient été champions de France avec moi l'année d'avant, qui avaient fusionné avec l'équipe première, les Dominici, J'aimerais tous vous les citer parce que l'aventure était extraordinaire, mais à ce moment-là, je suis spectateur en fait. J'ai 20 ans et j'ai joué quelques matchs au Stade Français et je vois mes potes soulever le bouclier de Brennus. L'année d'après, je loupe aussi une autre finale parce que je vais vivre une autre blessure. Voilà, je suis à Béziers, stade de la Méditerranée plein. Mon meilleur ami Luc, qui fait dentaire à Montpellier, est dans les tribunes à Béziers. Et moi, je suis sur le terrain et en fait, je vais prendre dans la figure un pilier, un deuxième ligne et un troisième ligne. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le rugby, un pilier, ça fait 1 mètre sur 1 et 120 kg de moyenne. Un deuxième ligne, ça fait 2 mètres sur 1, 120 kg de moyenne. Et un troisième ligne, j'appelle les poulets sans tête, c'est les mecs qui plaquent à tour de bras, qui font un travail extraordinaire. Je prends tout ça dans un ton, je me redresse, j'ai la sternoclaviculaire qui dépasse de 2 cm et j'ai mal au parti. Mais je reste sur le terrain pendant un quart d'heure.
Vous savez, le fameux déni du corps qui lâche, c'est pas grave, on continue. On est des bonhommes, on avance, c'est pas grave. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, je rentre dans les vestiaires et en fait, ça a gonflé dans mon bas-ventre. On me fait une échographie au CHU de Béziers, on me dit, il y a juste une poche de sang qui s'est formée, tout va bien, ok. Sauf que 2 jours plus tard, ça a dégrossi et à Paris, clinique du sport, en fait, on me fait une échographie, il y en a une des deux qui a explosé, il faut m'amputer d'une partie de ma virilité. Je loupe une autre finale, aucun soutien psychologique, en plus t'es touché dans ta virilité. C'est pas grave, on continue. J'ai à peine 21 ans, j'ai eu 2 opérations aux épaules, cette opération-là. J'avais eu aussi une petite opération de l'appendicite en Irlande alors que j'étais aux portes de l'équipe de France quelques mois auparavant. Mais je continue. Et je vais faire une compétition, une Coupe du Monde en Australie. Et j'ai un ligament qui pète au genou. Je n'ai que 21 ans à ce moment-là. Je continue, je re-signe mon contrat au Stade Français, c'est pas grave, on continue. Lors d'un événement dans le sud de Paris, je suis avec des amis joueurs de rugby. On a match contre Perpignan le week-end et puis on va entraîner l'équipe de Jouy-en-Josas, l'équipe d'HEC. On signe nos culs sur les calendriers. Et puis à 16h, je monte sur une estrade, je fais 5 bras de fer. Et en fait, au 5e, j'ai le bras qui pète. J'ai le nerf radial qui est touché. Je ne pourrais plus jouer au rugby. On me met une plaque dans le bras. Mon manager ne me parle plus. Mon président ne me parle plus. Et je suis tout seul. Ma mère, depuis 3 ans, me dit va voir un psy, mais je ne vois qu'à travers mon club, je ne vois qu'à travers mon employeur qui me dit non, mais allez, c'est pas grave, on continue. 1, 2, 3, 4, le genou, 5, et je continue. Je loupe la finale 2003, je loupe la finale 2004, 2005, il est 23h45, je suis au milieu du Stade de France, et j'arrête définitivement ma carrière au Stade français, j'ai 25 ans. Avec tout ce que je viens de vous raconter, de blessures, donc j'ai été très très rapide en fait, mais notoriété. Quand on arrête sa carrière, en fait, ce qui est délicat, c'est qui sommes-nous dans le monde d'après. C'est qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions, qu'est-ce qu'on fait de son mental de guerrier, qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité, qui croit en nous et en quoi on croit dans le monde d'après. Dans un monde un peu en rupture de première, très masculin, à 8000 tours minutes, sans nous apprendre à prendre soin de nous. En fait, moi, à ce moment-là, je continue, c'est pas grave. Je fous sous le tapis. Je vous pose une question, soyez honnête avec moi. Quand on vous demande comment ça va, qu'est-ce que vous avez l'habitude de répondre? Ça va. Moi, à ce moment-là, ça va. Je suis au fond de la gamelle, mais en fait, ça va. Je pars avec ma voiture de sport à Saint-Tropez. Je prends 2 mois je fais n'importe quoi. Je me retourne au mois de septembre et je suis tout seul, en fait. J'ai plus personne autour de moi. J'ai plus mes amis, j'ai plus ma vie sociale, j'ai plus mon croche-patte à l'entraînement. Mes parents venaient me voir tous les week-ends au match. Et ben, mes parents, ça y est, vivent leur vie. Ma mère, je sais pas, en plus, elle tombe malade, en fait, à ce moment-là. Est-ce que c'est un signe ou pas? Et je vais faire une formation de comédien. Je continue. Je vais habiter avec Tahar Rahim pendant 1 an. Je vais faire une pièce de théâtre où j'étais apprenti bourreau muet en 1500 en Écosse. Pièce de théâtre avec Isabelle Adjani. Donc j'ai la sensation de porter quelque chose, mais je continue. Et puis après, peu de casting, parce qu'avec le gabarit que j'ai, on me propose que des rôles de videur de boîte et de brancardier. Bon. Donc je reprends une dernière année au Racing, en fait, en Pro D2. Et au milieu de cette année-là, je vais rencontrer un monsieur qui s'appelle Richard Esco, qui va me faire découvrir la philosophie. Et qui va me dire, en fait, Raphaël, tu as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu ailles découvrir l'être et qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre ce que tu représentes et ce que tu es. Et il me tend un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. Moi, le dernier bouquin que j'avais lu, c'était le Père Goriot pour le bac français en 1997. Donc je termine ma carrière le 30 juin 2008. Et en fait, quand une carrière s'arrête, c'est là où les addictions peuvent arriver. C'est là où il y a le moment de dépression, une fois de plus. Qu'est-ce qu'on fait de son corps, de ses émotions, de son mental, enfin voilà. Donc la cocaïne, le sexe, l'alcool, la drogue, même pendant carrière, ça existe aussi. Ça existe aussi dans le monde de l'entreprise. L'addiction au travail, l'addiction au sport dans le monde du sport. La cocaïne, ça existe dans le monde de l'entreprise. L'alcool aussi, les 3e mi-temps dans le rugby. Enfin voilà, on peut faire des parallèles. Je ne veux pas faire trop de parallèles avec le monde du travail, mais je pense qu'il y a quelques similitudes quand même sur les comportements en fait, qu'on peut avoir. J'arrête le 30 juin 2008 et moi je me plonge dans la philosophie, la mythologie et la psychologie pendant 5 ans. Donc en gros, je m'étais formé une carapace de mec super gaillard pendant 27 ans. Là, je vais me former une carapace de mec super intelligent. En apparence. Vous allez comprendre. En gros, je suis devenu con et dogmatique et je ne m'en rendais pas compte. Et je rencontre 15 jours après avoir arrêté ma carrière, une jeune femme qui s'appelle Julie. Elle a 21 ans, j'en ai 28 et elle va prendre toute mon après-carrière dans la gueule. Je vous fais un résumé très très rapide. En fait, en 5 ans, je suis tombé... donc Julie, elle faisait son droit à Montpellier. Je la fais monter à Paris. Parce que moi, il faut que je sauve le monde. Moi, depuis tout petit, je sauve mes parents. Je sauve le rugby, je sauve le monde. Donc là, j'ai plus personne à sauver. Donc je dis à Julie, tu montes à Paris. Je l'ai plaqué 20 fois en 5 ans. Je suis dans mes bouquins de développement personnel. Je continue mon parcours. Je tombe au RSA, 300 € par mois pendant 3 ans. Je travaille au Resto du Cœur. Là, je parlais de bénéficiaires. Parce que moi, je sauve le monde. Moi, on ne me sauve pas. Je dis à mes potes d'aller voir des psys parce que j'ai lu ça dans des bouquins de développement personnel. Mais je ne vais pas voir de psy. Je continue dans mon trip.
2009, 2010, je fais une formation de coach mental. Et en fait, je rentre chez moi et je dis à Julie, il faut qu'on se parle en communication non violente. Donc je lui impose ma réalité. Je lui parle du triangle de Karpman, les rôles qu'on peut jouer en amour, en amitié, dans le travail. Mais je suis complètement désincarné. J'ai vraiment la sensation de vouloir la sauver. J'ai un exemple à vous donner. En gros, je fais 100 kilos à ce moment-là. Ma femme en fait 50. Je dis, putain, j'ai lu un bouquin sur le tofu pour maigrir. Tu devrais lire ce bouquin, Julie. La notion de transfert. Donc en fait, je veux la sauver, mais je deviens son bourreau. Et je deviens le bourreau de moi-même parce que je suis incapable de dire non, parce qu'elle-même tombe dans des addictions. Donc voilà, on est dans un cercle infernal, mais je n'ai toujours pas pris de hauteur sur ma vie. 2011, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Quand j'étais Superman. Donc là, je prends tous les médias dans la tronche, TF1, France 2, France 3, France 5 et M6, qui me font passer pour un cocaïnomane dépressif alcoolique. Alors cocaïnomane, j'en ai pris 3 fois dans ma vie. Dépressif, je ne l'étais pas encore, mais en fait, j'étais au fond de la gamelle, mais je ne m'en rendais pas compte. Et alcoolique, j'étais rugbyman, dans les bons clichés du genre humain. Je sais que ça fait toujours sourire, mais on est dans les clichés. Hein. Et donc, je décide de contourner le système médiatique. Je me suis dit, j'ai quand même mis 3 ans pour écrire ce bouquin. Je contourne le système médiatique et je commence à faire des conférences dans le monde de l'entreprise et le monde du sport pour remettre l'humain au centre des préoccupations managériales. Dans le paraître, j'ai un super discours, mais dans l'être au quotidien, je me comporte comme un connard avec ma femme. Vous voyez le grand écart, en fait, moi qui voulais trouver cet équilibre entre l'être et le paraître, l'équilibre, je suis complètement en grand écart, quoi. Et donc je fais 5, 6, 7 conférences, tout se passe bien, sauf que le 28 septembre 2013, Julie m'appelle, elle est dans le sud, je suis à Paris. Elle me dit, Raphaël, t'es devenu un gros con, c'est fini. Et en mythologie, j'avais appris dans mes livres que c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Moi, ma femme, elle m'a révélé en me plaquant. C'est la plus grosse percu que j'ai pris dans ma vie de rugbyman, je vous assure que c'est vrai. Et là, je tombe en dépression. Et peut-être que vous le savez, alors pour les spécialistes et les psychologues, psychiatres, le triangle de Karpman, vous connaissez la courbe de deuil. Quand on perd une partie de soi-même ou quand on perd quelqu'un, on passe par des phases de deuil. Le déni, la colère, la tristesse, le fond de la gamelle, l'acceptation et la résilience. Moi, le déni physique, je suis fort, je suis invulnérable. Dans le rugby, tout va bien, je garde cette carapace. Là, déni psychologique, Julie me plaque, donc je me dis, ben non, mais elle m'appartient, je l'ai objectalisée, donc elle m'appartient. Je me rends compte qu'elle refait sa vie dans le sud, donc là, je passe par la colère. J'en veux à la terre entière, j'en veux à mes parents de m'avoir mis des rôles trop grands, j'en veux à mon entraîneur, à Fabien, j'en veux à Max Gozzini, j'en veux à Julie, j'en veux à Maître-Tertine qui tombe tous les matins du mauvais côté. Là, je suis en train de tomber, en fait. Mais je ne me rends pas compte. Je perds 10 kilos, mes émotions, ça dégueule de partout. Mon mental de guerrier a été remis en cause par ma femme, donc le féminin. Donc là, je ne sais plus qui je suis. Et je tombe. Et avec mon pote Luc, on était dans mon bus, dans le bus de rugby, quand on allait jouer de Beauvais à Clermont. Et à Clermont, il y a un hôpital psychiatrique à côté, à 20 km de Beauvais. Et en passant à côté de l'hôpital psychiatrique, avec mon pote Luc, on dit un jour, on va finir à l'HP. Le 28 décembre 2013, mes 2 grandes sœurs m'emmènent à l'hôpital psychiatrique de Fidjam, à côté de Clermont. Et je meurs d'une partie de moi-même. Je reconquiers cette jeune femme, Julie. Mon premier fils arrive le 6 mars 2016, il est 9h28. Donc là, voilà, c'est une révolution, mais je n'ai toujours pas pardonné et je ne vais toujours pas voir quelqu'un. Je continue en mode sauveur, mais je lui impose justement le mal qu'elle m'a fait. Dans des situations à la con, hein, je ressors toujours le même dossier. Le 30 mars 2017, maman a traversé 11 ans de cancer. Entre 2006 et 2017, elle a traversé 11 ans de cancer. Et la veille de son départ, je suis avec elle en train de discuter dans cette chambre d'hôpital. Et puis ma mère me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, Raphaël? Je dis, maman, je veux être équilibré entre ce que je représente et ce que je suis. Je suis encore dans mon côté un peu à la con dogmatique. Et je veux monter sur scène. Et elle me dit, vas-y. Et le lendemain matin, il est 9h15, elle ferme les yeux et dernier souffle. Et je perds la chair de ma chair, ma maman. Je vais chez mes parents dans ce jardin, je me mets au milieu du jardin, je ferme les yeux, je me mets comme ça et je me dis, putain, un jour j'y serai. À la fois sur scène, mais aussi équilibré, vraiment. Mais je continue, toujours, dans mes comportements. Mon deuxième fils, Elliot, arrive sur cette terre aussi le 15 avril 2019. Et ma femme est corse espagnole, donc je vous avoue qu'on n'a pas fait des introvertis. Donc là, on n'est plus 3, on est 4. Et puis, mars 2020, je vais faire le Festival d'Avignon. Donc j'ai les affiches, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais enfin pouvoir rendre hommage à ma femme sur le papier, rendre hommage à ma mère, et voilà. Sauf que je ne vais toujours pas voir quelqu'un. Les affiches sont prêtes à partir à l'impression. Covid, Festival d'Avignon annulé. On fait le Covid dans le sud de la France. Et puis quelques mois plus tard, moi je suis perdu, je repars dans le triangle de Karpman, voilà, dans mes rôles à la con. Et en fait, Christophe Dominici se suicide le 24 novembre 2020.
Et en fait, Christophe, moi, c'était mon king. Voilà, c'est un mec que vous connaissez peut-être pas, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est un mec qui était la star des 20 dernières années dans le rugby. J'avais une émission sur Eurosport et en fait, en septembre 2020, 2 mois avant qu'il se suicide, j'appelle Christophe et je dis, écoute, j'aimerais qu'on parle de ta carrière, Christophe. Et il me dit, tout va merveilleusement bien, mais je ne veux pas parler. Le fameux ça va. Et, voilà, et le lendemain, j'appelle Jano, son papa, et je lui dis, Jano, je vais créer une association qui s'appelle Néo Héros et qui va faire de la prévention santé mentale à travers des parcours inspirants, couplés à des psychologues, couplés à des psychiatres, couplés, voilà, mais d'avoir des témoignages vrais et inspirants pour que les gens puissent s'identifier. Au-delà du sport, voilà, l'être humain peut s'identifier à des parcours tels que le mien. Aujourd'hui, on a 17 ambassadrices et ambassadeurs. Voilà, donc je lance cette association avec Jérôme Fillol, avec un ami aussi, Miguel Fernandez, qui en est le cofondateur aussi. Et puis, voilà, j'ai quelques mois plus tard une amnésie traumatique qui me pète à la tronche. Et en fait, une nuit, je suis en train de lire un bouquin de développement personnel, ça s'appelle Le héros au milieu d'un visage. Et il y a une phrase dans ce bouquin qui dit, Raphaël, avant de vouloir sauver le monde, il faut déjà que tu te sauves toi-même. Et là, je me suis fait le plus beau cadeau que j'ai de ma vie. Je commençais à me recomporter comme un connard avec ma femme, j'avais une notion de temps, enfin j'étais un peu perdu. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une psychologue. Et ça m'a sauvé la vie. Je vais vous faire un parallèle et je pense que vous allez le comprendre, parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde en général. Imaginez, la transition va être très très bizarre. Hein. Mais imaginez, à votre naissance, vous êtes une mouche. Et vous rentrez dans un bocal. Et en fait, dans ce bocal, vous prenez des parois invisibles. Et ces parois invisibles, qu'on soit un homme, une femme, homo, hétéro, black, blanc, beurre, je parle vraiment à l'humain derrière le statut social, peu importe vos croyances. C'est toutes les parois invisibles que vous prenez, c'est tous les rôles en fait que votre père vous met sur le coin de la tronche, si vous en avez eu un ou pas, votre mère, les managers, le monde, la société dans laquelle on vit, c'est tous les rôles en fait qu'on porte à bras le corps. Moi, depuis tout petit, mes parents sont foutus comme ça, je fais 105 kilos. Donc grâce à ces psychologues, j'ai pu comprendre en fait les rôles que j'avais joués en fait à l'intérieur de ce bocal, dans mon enfance. J'ai ma grand-mère qui s'est suicidée quand j'avais 3 ans. Quel impact ça a eu sur moi? Mon papa qui n'a pas eu de père, qui à 6 ans voit son papa partir dans un train et revenir dans une malle d'Indochine, il y a un truc qui s'arrête pour lui. J'ai eu la chance d'avoir des parents avec qui j'ai pu communiquer pour comprendre d'où je venais. Et grâce à ces psychologues, en fait, j'ai pu comprendre en fait les rôles que j'avais joués dans mon enfance, dans mon adolescence, les rôles par rapport aux femmes, ma place dans le bus, mon rôle d'homme aussi dans la société actuelle. J'ai 2 garçons de 6 et 9 ans. Est-ce que je leur donne la même éducation que j'ai eue aussi dans les années 80 ? Voilà, ça m'a permis de comprendre un peu tous les rôles d'homme et de casser un peu mes clichés aussi de virilité. C'est pour ça que je mettais en avant les calendriers des dieux du stade. Ah merde, tout ce qu'on nous a vendu en fait de virilité un peu à la con, où tu places ta vulnérabilité, où tu places le droit à l'échec, où tu places la remise en question. Je parle à l'homme moderne, mais la femme est tout aussi concernée avec d'autres problématiques. C'est difficile d'être un être humain aujourd'hui, de trouver sa place en tant que vous, en tant que femme, auprès des hommes, mais pour nous aussi, les hommes, je ne suis pas du tout en train de comparer les souffrances, hein. Mais c'est tout aussi compliqué, parce que nous, depuis tout petit, il faut être grand, il faut être fort, il faut être le premier, il faut écraser l'autre. Enfin, voilà, on est dans ces clichés à la con qui nous empêchent d'avoir notre intériorité, de comprendre notre vulnérabilité, le droit de pleurer, le droit de se remettre en question. Et donc, de génération en génération, on trimballe. Moi, j'étais un héros à 20 ans. Voilà, j'ai fait une centaine de matchs au Stade Français. J'en suis un 45 parce que je suis un peu moins connard qu'avec ma femme qu'hier. Avec mes enfants, ça se passe bien. J'aime le métier que je fais face à vous. J'aime les histoires que je raconte parce que je sais que ça impacte. Et après avoir fait ce début d'introspection, j'ai rencontré une femme qui est ici d'ailleurs, qui est directrice générale de l'association, qui est Laurel Lévesque. Donc quand on est bien avec soi-même, parce que le but de la vie, en fait, d'une première vie, c'est conscientiser, de se dire, maintenant que je vais bien, parce que quand vous sortez du bocal, vous venez juste vous asseoir sur l'entrée du bocal, c'est la confiance en soi. Et quand tu te sens bien là, t'attires à toi ce que t'es. T'es juste quelqu'un de bien parmi des gens bien. Donc j'ai rencontré Lorraine il y a 1 an et demi. On a fait une tournée rugby ensemble, c'était la Dame Santé de la Ligue nationale de rugby. Et de cette tournée, on est allé quand même dans un milieu très masculin, parler de santé mentale. Donc on est dit, mon témoignage couplé à celui d'un psychologue permettait d'ouvrir un peu le tabou et de lever le tabou de la santé mentale dans le milieu du rugby. Et on nous a pris pour des fous, hein. On nous a dit, attendez, dans le rugby, vous avez touché personne, au bout d'un quart d'heure, vous allez perdre les mecs. On faisait 1h30 le matin avec les pros, 97% de retours positifs. 1h30 l'après-midi avec les centres de formation, 97% de retours positifs. On suit 20 mecs aujourd'hui dans le rugby qui ont pris leur téléphone à la fin et qui ont appelé le psychologue clinicien et qui se font accompagner. Donc on a réussi quelque chose d'assez fort. Et puis le 1er janvier 2025, Lorraine a décidé de quitter la Ligue et de venir rejoindre Néo Héros.
Et Néo Héros, elle l'a développé, elle a fait un travail extraordinaire. Et voilà, comme quoi travailler en équipe, c'est hyper important. Et on communique bien, on s'embrouille aussi parfois, mais travailler en équipe, c'est la notion de travail. Je voulais faire un parallèle avec le monde du travail, mais quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Ça amène à des engagements productifs, ça amène à la bonne communication adulte, à de l'engagement, à de la co-responsabilité, à atteindre des buts forts. Aujourd'hui, grâce à Lorraine, grâce au travail que je mène et grâce aussi à tous nos ambassadrices et ambassadeurs, on a 17 ambassadrices et ambassadeurs. On a Aravan Rezaï, qui est une tenniswoman extraordinaire. On a Valentin Porte. On a un policier aussi, Christophe Girard, qui a fait 2 tentatives de suicide, qui a écrit un bouquin qui peut prendre la parole sur le suicide. On a des témoignages forts. Et voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers ce que je viens de faire avec vous, de pouvoir parler vrai, authentique, parler de vulnérabilité, parler d'échec, parler à un moment de remise en question. Et j'ai toujours, on n'attendait pas d'aller mal pour aller bien. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir, en parallèle, je dirais même en complémentarité des professionnels de santé, avoir des témoignages forts pour ouvrir la voie. C'est juste ouvrir la voie, pour qu'ensuite, derrière, justement, on puisse dire, en fait, il y a des gens qui sauvent des vies, quoi. Et moi, j'en parle depuis 2013. En 2013, on me prenait pour un fou, quoi. Entre 2013 et 2020, il y a eu 6 suicides dans le rugby. Il y a eu des affaires qui sont sorties dans le rugby. Je vois les comportements aujourd'hui en société aussi. Prendre soin de soi déjà, s'humaniser, comprendre notre toute-puissance, comprendre notre se comprendre en fait, prendre de la hauteur sur nos vies familiales, sur nos vies de travail, sur nos vies avec nos amis. Je dis toujours amis, famille, amour, travail, prendre de la hauteur sur tout ça. Juste d'avoir une soupape avec des gens compétents qui vont vous écouter, vous pourrez parler de qui vous êtes et de comprendre que moi, ces bagages que j'avais, j'ai été abusé par un prêtre en 88 et j'avais ce suicide de ma... C'est dans le fond... On a tous des bagages comme ça, de ce que nos parents ont vécu, nos grands-parents, des bagages de l'enfance, des abus parfois, des abus psychologiques. Ces gens peuvent nous accompagner juste à poser des valises et à dire ça va. Ça va. Ça va. Moi aujourd'hui, je suis sur le bord du bocal. Alors il y a des moments où je retourne dans le bocal, je suis encore un peu connard, voilà, parce que c'est humain aussi. Mais j'ai cette soupape en fait, je fais de la méditation, il y en a qui ont la prière, voilà, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Et là, ça va. Donc on est tous dans un bocal à se battre un petit peu avec nos névroses, nos pensées et tout ça, qui peuvent amener à avoir des pensées suicidaires. Moi, j'en ai eu que pendant ma carrière et j'en ai eu après ma carrière. Ça arrive. Mais au nom de celles et ceux qui sont tombés, je pense à ma grand-mère, je pense à Christophe et je pense à... en fait, je me dois d'être face à vous aujourd'hui pour dire, en fait, il y a des solutions, quoi. Nous sommes là juste pour témoigner, pour mettre en lumière justement les gens compétents qui peuvent nous accompagner. Pour conclure, je dirais, dans le rugby, on soigne bien un claquage, on peut soigner une dépression. On a le droit de passer par des moments compliqués, parce que ça arrive et parce que c'est humain. Donc n'attendez pas d'aller mal pour aller bien. Vraiment, soyez au soutien les uns des autres. Je pense que c'est ça qui est important. Notre rôle vraiment chez Néo Héros, c'est de positionner des personnes qui, comme moi, prennent la parole de manière vraie et authentique pour pouvoir vous inspirer à prendre soin de vous parce que c'est essentiel. On a toujours eu tendance en fait à mettre le corps ici et l'esprit ici, mais le corps somatise les maux de l'âme. C'est réunir les deux. C'est bien de prendre soin de soi physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Donc voilà, il y a des gens compétents pour ça. Merci de votre attention et j'ai bien la sensation qu'il y a quelques messages qui sont passés. Donc voilà, merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup. Lorraine, tu veux dire un mot? Et vraiment, Lorraine, j'ai la chance, si je parle du monde du travail, j'ai la chance de travailler avec une personne extraordinaire. On a plein de gens autour de nous extraordinaires. Donc je pense qu'une fois de plus, dans le monde du travail, c'est ça. C'est de respecter l'autre aussi dans sa différence. On est complémentaires et on avance. Voilà. Donc je vous souhaite d'avancer ensemble comme on avance parce qu'on forme une putain de belle équipe. Voilà. Merci encore.